soir, je vais continuer le déroulement de ce qu'on a commencé dans cette étrange rencontre qui est la voix et la dimension dramatique. On va dire que c'est ça l'opéra. Et dans quelle mesure, puisque c'est ça qui est en jeu, dans quelle mesure ça peut s'articuler avec, en sachant que le mot articulé reste ouvert, hein, mais peut s'articuler avec du fait que nous sommes des êtres parlants, donc peut s'articuler avec ce qui est en jeu dans le transfert. Et pour bien préciser les choses, nous partons de là où Lacan, à partir de ce qu'il nomme une élucubration freudienne, répond, c'est-à-dire à partir de la notion de ce que lui-même va inventer, qui est ce qu'il va nommer ce qu'il est fait, symbolique et l'imaginaire. D'emblée, ça décentre le fait qu'il y aurait comme ça à savoir ce qui est symbolique, ce qui est imaginaire et ce qui est réel. C'est pas l'enjeu, en fait. Pourquoi? Parce que dans cette perspective-là, quand on veut savoir comme ça, on imaginarise. Alors, ça peut permettre peut-être de mieux comprendre cet enjeu, mais ça ne rend pas compte justement de ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Et on en reste en fait à ce qui ne cesse pas de s'écrire. Toute la question étant de s'approcher de cette rencontre particulière où quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Ce que Lacan nomme la contingence. Et on peut penser que la contingence est au cœur de ce qu'on appelle la dimension de la création artistique, création de cet artiste qui est le sujet de l'inconscient. Alors, je ne vais pas, bien sûr, de même que je ne vais pas rester dans cette imaginarisation au niveau de ce qui est en jeu dans le transfert. De la même façon, il importe que nous ne restions pas à cette imaginarisation pour parler, par exemple, de la voix, et plus particulièrement pour parler de l'opéra. Ceci existe suffisamment, on peut trouver beaucoup de choses écrites là-dessus, et cette dimension d'imaginarisation revient en quelque sorte ou j'imagine, c'est pas je m'imagine, j'imagine, revient finalement à donner une explication à quelque chose. Par exemple, du côté de ce qui est en jeu dans le transfert, on sait l'importance que ça a pour celui qui parle, de trouver des explications, des souvenirs. Il faut bien laisser les choses aller comme ça. Du côté de l'opéra, on pourrait tout à fait imaginer que l'opéra, c'est quoi? Ben, c'est très simple, c'est la mise en scène des passions, et puis il y a une musique particulière qui est celle de l'orchestre, et puis il y a une musique particulière, celle de la voix. Puis alors on va essayer de voir à quel moment il y a tel élément de la voix, par exemple le cri qui intervient, et on va pouvoir en déduire un certain nombre d'éléments.
ça tourne court, en fait, puisque justement ça fige, c'est-à-dire ça fixe. C'est pourtant tout à fait ce qui est en jeu dans l'histoire. Dans l'histoire de quoi? Disons l'histoire de l'opéra, ça veut dire quoi? Dans l'histoire de l'écriture vocale qui est en jeu, et dans l'histoire de ce qui va progressivement permettre de définir différents types de voix. C'est plus particulièrement avec Mozart que ça va apparaître. Bien sûr que c'est déjà avant, là, présent. On peut dire que Mozart, on y reviendra, est un point, est un passage, parce qu'à la fois, il prend en compte tout ce qui est avant lui, et avec cette prise en compte, il invente quelque chose. Il invente quelque chose. L'opéra ne sera plus pareil à partir de Mozart qu'avant Mozart. Donc les voix, j'insiste, puisque la ligne qu'on suit, c'est celle qui part du fait que l'opéra vient du fait qu'à un moment, c'est plus particulièrement, ça apparaît plus particulièrement en 1600, on en a déjà parlé, à Florence, dans la Camerata de Bardi, quand un certain nombre de quelques personnes, trouvant que la voix était suffisamment recouverte par de la polyphonie, décident de mettre la voix en évidence. C'est comme ça que va apparaître, on peut dire, le premier opéra, c'est-à-dire c'est l'Orfeo de Bardi, justement. Celui qui est connu, c'est l'Orfeo de Monteverdi, cette année plus tard. Et à partir de là, Mantoux, et à partir de là, bien sûr, que il y a quelque chose qui se met en place. Parce que la première esquisse, le départ de l'opéra, vous voyez que c'est une musique comme ça qui est pas loin de la déclamation d'ailleurs, hein, c'est quelque chose comme ça qui n'est pas bien structuré, il n'y a pas un compositeur véritablement, alors qu'avec Monteverdi, il va y avoir effectivement quelque chose qui se met en place sur le plan de la musique, et puis ensuite Monteverdi va partir à Venise, et puis à la suite de Monteverdi, à l'opéra, d'une certaine façon, il part à Naples, et c'est à Naples que ça va se développer. On prendra en compte une partie des éléments qu'a transmis Monteverdi, puis à Naples, ce sera l'apparition progressive des Castrats. Je reviens à notre interrogation, à savoir, finalement, est-il possible d'établir un passage entre ce que dévoile, tout en le voilant, bien sûr, le discours analytique, et quand je dis le discours analytique, j'en parle au sens de Lacan, c'est-à-dire de ce lien social entre deux êtres parlants, l'analyse analytique, donc je ne parle pas de connaissance psychanalytique, qu'on peut trouver un peu partout, notamment tous les éléments que Freud a donnés, qui sont importants, il fallait bien qu'ils partent de là, notamment sur la sexualité. Donc, le discours analytique, pourquoi? Parce que c'est seulement dans ce cadre-là qu'il est possible de parler. De parler de quoi? Eh bien, du sujet de l'inconscient. Il ne suffit pas de parler de l'inconscient, il faut parler du sujet de l'inconscient. Dès qu'on touche à la création, il importe de s'approcher de cette dimension du sujet de l'inconscient. Alors, et là, je vais en dire un mot quand même, parce que vous allez voir à quel point c'est subversif. Le sujet de l'inconscient, il embraye sur le corps. Mais ce n'est pas le corps qu'on connaît, ce n'est pas le corps anatomique, ce n'est pas celui qu'on voit. Ce n'est pas l'image du corps. C'est autre chose. Alors, le sujet,
l'inconscient, il embraye sur le corps, c'est à définir, et ça se définira à partir du fait que le corps est quoi, finalement? Est proprement la marque propre, et la marque propre de ce qui peut porter, en quelque sorte, la marque de ce qui met en liaison deux signifiants. D'où la formule, le sujet, le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. Le corps va avoir avec le symbolique, avec le corps du symbolique et avoir avec cette rencontre entre le symbolique et le réel. Bien sûr, il y aura l'imaginaire. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, on ne peut pas parler de l'un sans parler des deux autres. Et ce qui compte, c'est comment ils font trois. Pas ils sont, ils font trois. Donc, si le sujet de l'inconscient embraye sur le corps, ben c'est évident, par exemple l'hystérie. L'hystérie, c'est la découverte de Freud, ça. C'est que les symptômes qui apparaissaient au niveau du corps, comme ça, n'obéissent à aucune anatomie. L'hystérie est le témoin que le corps ne révèle pas la dimension de l'anatomie, quelque chose de tout à fait important, quelque chose qui a à voir avec le signifiant, chaîne signifiante. Et, autre subversion, bien plus importante, on pourrait dire, c'est de la pensée, c'est du corps qu'advient la pensée. C'est pas l'âme, c'est pas les neurones, c'est pas de ça dont on parle. Et cette dimension même de la pensée, dont on sait dans la clinique la difficulté, c'est-à-dire dans quelle mesure la pensée peut envahir, je dirais, la conscience et avoir une vertu, c'est le cas de le dire, persécutive. Vous voyez, et là on est en dehors de tout discours, enfin de toute connaissance philosophique, et depuis Aristote, l'homme ne pense pas avec son âme, c'est Aristote. Puis là, il faudrait un peu la définir, il la définit comme la somme des fonctions du corps. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il n'est pas question de voir dans l'âme, en fait, quelque chose qui serait une teinte religieuse, en quelque sorte. Il y a toujours ce dualisme du corps et de l'âme. La pensée vient du corps. Voilà. J'insiste bien, ce n'est pas le corps tel qu'on le connaît habituellement. Témoin l'hystérie. Ça, c'est la découverte de la psychanalyse. Ça a été recouvert, évidemment, ça, bien sûr. La pensée vient du corps. Et qu'est-ce qu'il va être fait de la pensée? Voilà le problème. Qu'est-ce qui va être fait de la pensée? Donc simplement d'énoncer quelques éléments comme ça, qui sont les données primordiales du discours analytique, et qu'on ne peut plus dire n'importe quoi, on ne peut plus comme ça penser aux pulsions de vie, pulsions de mort, à nouveau le dualisme là, pour expliquer après tout n'importe quoi. Parce que c'est ça un peu. C'est facile la pensée, d'envahir. On s'en tient à ce qui est au dire, qui est celui du discours analytique. Alors quel est le dire du discours analytique? Parce que c'est ça. Freud touche à ça, mais pas de façon aussi catégorique que Lacan. C'est un dire. C'est-à-dire que ce n'est pas un dit. On va le dire quand même. Alors, on va faire un dit. Mais ça n'apparaît pas comme tel. C'est ça que ça veut dire. Ce qui peut se dire, c'est que
essayer après d'envisager ce qui peut se passer dans la voix qui chante. Ce qui peut se dire, c'est que il y a, après les jugements d'existence, mais vraiment, on ne peut pas le prouver en tant que tel. On n'en constate que les conséquences. Il y a une impasse sexuelle. Freud a touché à ça un peu dans le malaise de la civilisation, quand il parle d'une malédiction portée sur le sexe. Il y a une impasse sexuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, il faut préciser un peu ça. Pour pas partir à nouveau dans l'imaginarisation, c'est-à-dire d'emblée, là, c'est une phrase qui a été, je sais si elle a été colportée vers les années 70 ou même avant, elle est apparue à ce moment-là. Je sais, c'est comme la femme n'existe pas. Ça ne veut pas dire que c'est rien. Ça veut dire que ça s'écrit d'une certaine façon avec une barre. Ça veut dire que c'est rien du tout. Et ça ne veut surtout pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui par contre existe, c'est-à-dire une femme. Enfin, on en a déjà parlé. On viendra un peu sur ces données-là. Bon. Donc, chaque être parlant, et ça c'est du fait du langage, il faut absolument prendre en compte le fait que nous sommes fils du langage. Sinon, nous allons être les fils de notre imaginaire. Si nous partons du langage, c'est-à-dire que l'inconscient est structuré comme un langage, il apparaît dès lors que l'entrée en jeu du langage chez chacun d'entre nous, chez tout être parlant, les effets de l'entrée en jeu du langage, et c'est évidemment inestimable, c'est aussi traumatique d'une certaine façon. Les effets de l'entrée en jeu du langage vont constituer ce que l'on appelle la structure. Et c'est à partir de la structure, c'est-à-dire que cette entrée en jeu du langage, qu'on envisage la dimension du corps et la dimension de l'affect. Ce n'est pas une espèce d'état d'âme, l'affect. Ça, c'est le discours habituel, commun, qui en parle comme ça. Déjà, quand on parle d'être affecté, on dit déjà autre chose, mais c'est pas pareil. Alors oui, l'importance d'une scène, celle du transfert, bien sûr, c'est de la cure, mais aussi de cette scène particulière. Alors, bien sûr, il y a le théâtre. Il y a quelque chose de plus sans doute à l'opéra. Cette scène particulière qui n'est pas qu'une juxtaposition, qui n'est pas de créer ce qu'on appellerait comme ça psychologiquement une scène symbolique qui met en jeu, finalement, on va dire quoi? On va dire la réalité de la vie, d'être parent, avec ses passions. Ça ne peut pas être ça. Ou si c'est que ça, à ce moment-là, on va rester dans quoi? Dans l'histoire. Comme quand on écoute Tite parler, on reste dans l'histoire, on prend tout. Dans l'histoire, l'histoire de l'opéra, c'est relativement simple, j'en ai déjà parlé. En général, un être parlant, on va dire, du sexe masculin, qui aime quelqu'un du sexe féminin. Vous voyez pourquoi je dis sexe comme ça, au sens habituel du terme. Et puis il y en a qui contrarient tout ça. Bon, bien sûr. Et puis en général, ça soit celui du sexe masculin qui aime ou celle du sexe féminin qui aime, mais il y a souvent le père qui est par là. Et puis finalement, le père, souvent, dans ces cas-là, il est tué. Alors on peut gloser beaucoup là-dessus. Puis c'est toujours un peu pareil. Alors pourquoi on va à l'opéra? C'est ça la question. On pourrait dire, comme le dit
Claude Lévi-Strauss, qui vient de nous quitter. Moi, quand je vais à l'opéra, je pars. Je me fous pas mal du livret. Je suis peut-être su, peut-être pas su. Mais c'est pas ça l'important. Pourtant, il faut voir comment on a accroché, essayer de comprendre quand même. Le livret est affiché en haut, là, les lettres qui apparaissent. Là. On peut être quand même attiré par le sens. Donc, cette absence de rapport sexuel radical n'est pas du tout une chose terrible, hein. C'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acte sexuel entre un homme et une femme. Enfin, les prétendus hommes et les prétendues femmes. Hein. Je ne parle pas de l'acte sexuel au sens habituel du terme. Hein. Mais, alors voilà, là, on avance encore un petit peu, on va dire il n'y a pas de rapport sexuel. Ok? Et pourtant, il peut arriver, c'est ça la contingence dont se parle, ce qui cesse de ne pas s'écrire. Il peut arriver parfois que quelque chose nous en approche. Voilà. On s'approche de quoi? Il nous approche de la dimension de la jouissance. Jouissance, on va rajouter de l'autre grand A. Alors là, on met une barre, de l'autre grand A barré, là quand on peut s'écrire grand S de grand A barré, c'est-à-dire le signifiant du grand A barré, pour bien montrer que ça n'est pas du tout du signifié. Ça n'est pas à apprendre et à comprendre. Ça nous est habituellement plus exactement, on en est habituellement séparé. Alors, il faut essayer de ne pas passer du séparé au réparé. C'est une lettre qui joue. On n'arrêterait pas de réparer ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension du fantasme. La structure du fantasme pour essayer de justement prendre en compte cette maîtrise du grand autre. On n'est plus dans le signifiant là. Donc, comment est-il possible d'être parlant pour autant que cet autre grand amarré n'existe pas et que ça n'est pas rien? Qu'est-ce qu'il est possible d'avancer concernant? Est-ce qu'il est possible d'avancer quelque chose du côté de ce savoir de l'autre? La réponse, et on a une certaine réponse, l'autre étant le lieu des signifiants, il existe un savoir dans l'autre qui est celui des signifiants. Le problème, c'est que le signifiant présente un sujet pour un autre signifiant. C'est tout. C'est pas du signifié. Donc vous voyez que on est pris là dans quelque chose qui est, s'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est du fait que l'autre, on n'y a pas accès. C'est ça le fond du problème. On y a accès, c'est-à-dire que la jouissance de l'autre, on n'y a pas accès. C'est-à-dire que on en est radicalement séparés. Oui, chose. Puis si on peut y avoir un tout petit peu s'en approcher, c'est vraiment de façon très, très parcellaire. Et c'est là, à partir de là, qu'il est possible de parler de la dimension, non plus du sexuel, avec Freud, sexuel de refoulement, tout ça, bien sûr, mais du sexué avec Lacan, qui part de cette interrogation devant laquelle Freud s'incline, was will das Weib, que veut la femme? Sans Freud ne peut pas arriver à penser que ce n'est pas la femme. Je passe sur le fait que dans la langue allemande, c'est un neutre, das Weib, mais c'est was will. Freud aurait pu dire les choses autrement. Was will ein Weib? Que veut ein Weib? Que veut une femme? Ce sera ça le pas qui va passer Lacan. Voilà alors, la femme n'existe pas, et pourtant, le prétendu homme, qu'est-ce que c'est que l'homme par rapport à ça, par rapport au langage? J'insiste bien, je ne parle pas de l'anatomie, c'est comme le corps par rapport au langage. Qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est un certain type de discours, je reviens au discours, un discours particulier
particulier, dans lequel d'ailleurs la prétendue femme va rentrer, on ne va pas entrer tout, hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est là que Lacan parle de. Eh bien oui, hein, elle va devenir à ce moment-là homosexuelle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre en compte l'hétérosexualité de ce qu'est une femme. Hein, elle va être, comme il le dit, arrangeante, c'est ce qu'on appelle habituellement l'amour. Hein. L'amour entre un homme et une femme, habituellement. Et on peut dire ceci, que c'est comme ça que Lacan clôt le séminaire du 13 mars, séminaire encore, 1973, la femme ne peut aimer en l'homme que la façon, je cite la façon dont il peut faire face au savoir dont il âme. Voilà, dont il âme. Il en a parlé de l'âme. Et l'âme, on peut rajouter. Hein, si on se fie à la langue, hein, l'âme, c'est du côté de l'aime. Hein. J'âme, tu âmes, il âme. Hein. Mais, dit-il, le savoir dont il est, on pourrait dire qu'il est, pas dont il âme, qu'il est, ça c'est une autre paire de manches. Lui, il n'en sait strictement rien. Bien sûr. Est-ce que la femme, celle qui n'existe pas, justement, ce n'est pas rien qu'elle n'existe pas, hein, elle existe bien. Moi je trouve que c'est dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire qu'elle n'y met pas quelque chose en tant que tel. Vous voyez que là on sort des personnages actuellement. Donc, le savoir dont il est-ce qu'elle en sait quelque chose? Point d'interrogation. On ne peut pas répondre à ça. Et si elle en sait, est-ce qu'elle peut en dire quelque chose? Parce que ce savoir, c'est celui du rapport à la jouissance. Voilà. Autrement dit, cette position féminine, c'est elle, pour autant qu'elle a une sensibilité, j'imaginarise un peu, singulière, qui est celle justement de ce signifiant du grand tabaret, de ce rapport au grand autre, c'est elle qui peut toucher, faire toucher du doigt cette dimension de la signifiance elle-même. Est-ce qu'elle en sait quelque chose? Oui, d'accord, il enchaîne sur un truc extraordinaire. Hein. Il le surprend, tout ça. On peut penser qu'il improvise comme ça, au séminaire. Il sort un truc comme ça qui est quand même pas rien. Hein. Plus l'homme prête à la femme, quoi? De le confondre avec Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est le savoir de l'autre. Plus l'homme prête à la femme de le confondre avec Dieu, moins il est, HLT, moins il est, EST, moins il aime, AM. La langue est en jeu là, c'est-à-dire que tout ce qu'il en est d'ambivalence à vous, c'est pas qu'il n'y a pas d'ambivalence du tout. C'est présent là, dans cette formulation. Et il rajoute que Freud, qui n'arrêtait pas de qui s'est référé à Empédocle, c'était pas par hasard qu'il s'est référé à Empédocle. Pourquoi? Parce que pour Empédocle, Dieu ne pouvait pas connaître la haine. Mais comme il le dit, s'il ne peut pas connaître la haine, il ne peut pas connaître l'amour. Alors il n'y a pas besoin des déluges d'amour qui sont ceux du christianisme. Peut-être que vous entrez dans une cérémonie du christianisme ou du catholicisme, alors là, l'amour de Dieu, alors ça dégouline partout.
pour montrer que, voilà un peu. Alors vous voyez que toutes ces... Ce qu'on est en train de dire là, c'est des fictions qui viennent recouvrir quoi? L'absence de rapport sexuel. Et ces fictions, elles rationalisent quelque chose. C'est une façon de penser. Hein. Elles rationalisent quoi? Ce qui n'est pas rationalisable. C'est-à-dire l'impossible, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. C'est impossible qu'il commande. Alors, la scène de la voix, comme je disais, scène de l'opéra, la voix, l'écriture vocale. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'elle a évolué. Elle a évolué. Alors, je vais simplement vous dire un mot par exemple, de Verdi, tiens, Verdi. Vous savez, il a été appelé Latina des voix. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a pris en compte là où en étaient les compositeurs, la musique militaire. Il a pris en compte tout ça. Alors ça veut dire qu'il a pris en compte, bien sûr, ce qui était avant lui en Italie. Hein. Bellini, Rossini était aussi en France, bien sûr, hein. Donizetti, et puis il prend en compte aussi ce qui se développe en Allemagne avec Wagner. Wagner étant précédé par Weber, hein. Et puis il y a aussi Beethoven qui a écrit un opéra Fidelio en 1806, enfin, début du 19e. Et tout ça, ça nous amène à cette période du 19e siècle qu'on appelle le romantisme. En France, on a Meyerbeer aussi. On est après la période baroque. Alors, fin du 18e, début du 19e, oui, à la fin, ça comme ça, c'est-à-dire quand progressivement les castrats sont beaucoup moins utilisés, parce que c'est ça le romantisme qui apparaît, vont apparaître des voix d'hommes et de femmes, des voix de soprano, mais sur les femmes incorporales, dans l'opéra, hein, du part. Puis apparaissent des voix de basse, beaucoup plus importantes au niveau d'opéra. Et alors surtout, s'il y avait Rossini, on peut dire que Rossini sauve en quelque sorte pendant un certain temps ce qu'on appelle l'opéra buffa, l'opéra bouffe, et que, oui, parce qu'il reprend le bel canto qui en avait fait les éléments importants, il reprend la dimension aussi de ce qui est en jeu. Monteverdi est à l'origine de ça. Orphée, ben c'est quoi? C'est des figures mythiques, hein, c'est pas des figures de la réalité. Hein. Je me suis trompé, je fais un lapsus. C'est pas l'opéra bouffe, c'est l'opéra sérien. Hein. Et apparaît l'opéra bouffe, donc, où progressivement va être prise en compte et mis en scène, on va dire, la réalité quotidienne des êtres parlants. C'est plus les dieux, les figures mythiques, c'est autre chose. Alors en même temps, c'est ça qui me semble important, mais il ne faut pas non plus vouloir prendre des choses catégoriques, mais en même temps va apparaître le fait que les compositeurs, parce qu'évidemment les compositeurs, en général, composaient pour des voix, telle ou telle. Progressivement, le registre des voix va monter. Et vous pourriez dire que le ténor de Rossini c'est au début de la première moitié du 19e, le ténor de Rossini, pour donner un exemple, ben ça va devenir le baryton de Verdi. C'est-à-dire qu'il y a, progressivement, on monte dans les aigus, en même temps que se développe la dimension dramatique. Comme si ça ne pouvait être que les voix aiguës, notamment ténor, soprano, qui pouvaient véritablement transmettre la dimension, la tension émotionnelle, de la passion qui est en jeu dans la voix. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une histoire dramatique. Hein? De toute façon.
Mais je parle de la façon dont, au niveau, alors de quoi? Au niveau du corps, et là je fais référence à ce que je disais tout à l'heure, puisque ce qui est en jeu, c'est la façon dont on passe, en quelque sorte, d'une langue vocalique à une langue syllabique. C'est ça, en permanence, on est dans cette dimension-là, d'une voix vocalique à une voix syllabique, et que tout l'enjeu va être de progressivement permettre à la mécanique corporelle de développer une potentialité qui va permettre de faire entendre ce que j'évoquais dans les 2 séminaires auparavant, cette année, le brillant de la voix. C'est-à-dire que ce brillant de la voix, c'est une interrogation que je pose. Quel rapport à ce brillant de la voix avec quoi? Avec quelque chose qui va avoir avec la signifiance. Et qui peut donc rendre compte de cette énigme qui est celle que l'ensaquant comme ça, le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. Alors, depuis, on pourrait dire, le milieu du 18e, progressivement, au fur et à mesure que la période, on va dire, baroque est remplacée par le romantisme, puis après le vérisme, etc. Le vérisme, c'est la dimension de la nature, c'est en Italie, on parle de ça. Hein. Vous trouvez ça chez les peintres en France, hein. Monet, tout ça. Bon. Eh bien, au fur et à mesure que ceci a lieu, le registre de la voix monte. C'est une question. Et pourquoi il monte? Parce que est élaborée progressivement une certaine technique vocale en Italie. C'est ce qu'on appelle la technique italienne traditionnelle, qui se transmet de bouche à oreille, qui fait que la voix qui est produite n'est plus produite comme avant. Par exemple, les castrats, la voix elle est produite dans la gorge. Ça recoule beaucoup, ça fait plein de choses extraordinaires, mais c'est dans la gorge, c'est pas du tout devant. Et je ne vais pas en dire plus aujourd'hui parce que c'est un sujet tout à fait important, intéressant, c'est un sujet polémique actuellement dans la question de l'opéra. J'en ai déjà dit un mot de la voix par rapport à ça. Dire que la voix, en fait, on peut penser que c'est pas cette espèce de son, même si c'est du son, qui reste dans la bouche. Même si ça passe quand même. C'est autre chose, c'est quelque chose qui jaillit avec un timbre, là, c'est ça la voix timbrée, le timbre, c'est la couleur. Et ça va apparaître progressivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de couleur avant. Mais celui qui, manifestement, est peut-être le plus sensible à ça, c'est-à-dire qu'on peut se demander ce qui se passait quand il composait Verdi, par exemple, hein, évidemment, c'est Verdi. Et notamment, enfin c'est même depuis le début, hein, évidemment, hein, bien sûr que le duc de Mantoue, bien sûr, Rigoletto, dans Rigoletto, bien sûr dans la Traviata, on peut penser que c'est encore une voix qui correspond à ce qu'on appelle le ténor léger. Hein. Et dès qu'on arrive à des opéras comme Othello, Aïda, La force du destin, le dernier, Falstaff, manifestement, pour ceux qui chantent, ce qu'on appelle des ténors dramatiques, des forts ténors, il faut qu'il y ait quelque chose, une technique particulière qui sous-tend, parce que ce sont des voix qui jaillissent, qui montent tout à fait dans les aigus, hein, on ne va pas penser que ça ne monte pas dans les aigus, il y a un volume de voix particulier. On peut penser que c'est ça.
la transmission. Alors comment? Je dirais comme ça, là où j'en suis, que c'est ça, c'est ce qui m'intéresse personnellement, évidemment, parce qu'il se trouve que je vais le voir comme ça, bien sûr, donc ça m'intéresse beaucoup, hein, c'est pour ça que je travaille. C'est manifestement dans cette rondeur, dans cette force, dans cette rondeur, dans cette couleur particulière de la voix qui va monter, hein, ça monte dans les si bémol, dans les si, c'est pas du tout une voix qui reste en bas, pas du tout, il suffit d'écouter par exemple à la messe dans Othello, hein, c'est quelque chose qui grimpe beaucoup, hein. Et d'ailleurs c'est un problème actuellement, hein, parce qu'il n'y a pas tellement, il n'y a plus tellement de voix comme ça, hein. C'est une question aussi ça finalement, après tout, hein. On pourrait dire que de même que la psychanalyse n'est plus tellement à la mode, et bien maintenant c'est quand même curieux, la psychanalyse était à la mode au moment où il y avait des grands interprètes de ce type-là, c'est-à-dire vers les années 50, 60, 70. C'est quand même curieux, ces choses-là particulières. Hein. Bon. Eh bien, cette dimension même de cette action dramatique, parce que qu'est-ce que c'est que la vie, sinon, hein, sur la considère comme l'animal, comme le font les chercheurs, les grands chercheurs, hein, qui étudient sur l'animal, ce que c'est que la vie. Hein. C'est tout à fait intéressant, ça, mais c'est pas de ça dont je parle. Hein. La vie, qu'est-ce que c'est sinon la mise en jeu du drame? Et comment on parle et on rencontre et on répond à ce qui nous arrive. C'est ça un peu. Et qu'est-ce qui peut être perçu, chanté, et qu'est-ce qui va passer dans la voix au moment même où quelque chose me traverse par rapport à quoi? Par rapport à une mélodie, bien sûr. Il y a une succession de notes qui sont insaisissables, bien sûr. Mais par rapport au fait que certaines voyelles vont ouvrir la voix, c'est le cas de le dire, par le timbre particulier aux autres voyelles. Et la voyelle qui ouvre la voix, toutes les autres, dans la technique dont je vous parle, c'est le I. Et qu'il faut pendant des mois et des mois chanter uniquement des I pour arriver à pouvoir chanter des A, des A, des O. C'est le I qui donne le timbre du I qui est acquis, qui donne le timbre, qui donne, on pourrait dire qu'il donne le La, bien sûr, qui donne ce qui va permettre de trouver les autres timbres. Mais que ça ne s'improvise pas comme ça. C'est une vraie question d'actualité, ça. Et même ça ne s'improvise pas comme ça, peut-être d'entendre quelqu'un sur. C'est pour ça que Lacan a mis en place la passe. Non, c'est ça. Je pense que c'est bien, mais que je veux dire, c'est pas multiplier les procédures, on n'en sort pas. Hein. J'ai toujours pensé que la question de la passe, il s'agissait d'entendre quelque chose, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est pas d'écouter et d'entendre. Hein. Pas pareil, on peut écouter et rien entendre. Genre du cerveau humain, on est fixé à l'écoute comme ça. Hein. C'est autre chose d'entendre. Hein. Mais que la dimension d'entendre, c'est quelque chose qui nous approche de ce dont j'essaie de parler, et c'est la dimension du signifiant. Alors je vais m'arrêter sur ceci, c'est que nous ne pouvons pas faire autrement que d'élaborer des fictions pour prendre en compte cette absence de rapport sexuel qui est propre à l'être parlant, du fait du langage, j'insiste bien. C'est pas une histoire génitale, hein, rapport sexuel. Hein. Pas du tout ça. Hein. C'est pas une sorte de solitude, non plus, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, on viendra là-dessus. On élabore des fictions, mais il me semble que toute la dimension des passions qui vont apparaître, notamment transmises par quelque chose dans la voix qui chante, mais aussi dans la voix qui parle, justement. C'est une façon de répondre, c'est-à-dire d'interpréter une responsabilité, une réponse et une interprétation qui, elle, existe. Ça, à quoi?
vers cette dimension de l'autre qui n'existe pas, c'est-à-dire à la voix de l'autre qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas, qu'elle est muette. Ça veut dire qu'elle ne dit rien. Et rien, c'est quelque chose. Voilà,